Mon père a trinqué à mes petits-enfants préférés, sauf lui. Il se moquait de mon fils à cause de sa condition. Alors, sans réfléchir, je l'ai giflé et nous sommes partis. Au matin, mon père exigeait des excuses sous la forme d'un paiement de 2000 €. Mais ensuite, moi personne ne vous prévient que la personne qui est censée protéger votre enfant le plus pourrait être celle qui lui fait le plus de mal. C'est votre propre père, votre propre sang, l'homme qui vous a conduite à l'hôtel et a pleuré, l'homme qui vous a appris à faire du vélo. Ce même homme a regardé une arrière-cour pleine de familles, a levé son verre, et a porté un toast à tous ses petits-enfants sauf le mien, sauf mon petit garçon de 7 ans, beau et doux, qui est autiste et qui se tenait juste là, me tenant la main, levant les yeux, attendant d'entendre son nom. Son nom n'est jamais venu. Ce qui est venu à la place, ce furent les rires. Et ce qui est venu après, ce fut ma paume ouverte sur le visage de mon père. Je m'appelle Océane. J'ai 34 ans. Et je dois vous raconter cette histoire parce que j'en tremble encore. Pas de regret, mais à cause de tout ce qui s'est passé après. Parce que la gifle n'était qu'une simple étincelle. Le feu est arrivé le lendemain matin lorsque mon père a eu l'audace d'exiger 2000 € de ma part comme excuse. Moi, la femme qui payait discrètement ses factures depuis 1 an et demi. Alors, voulez-vous savoir ce que j'ai fait? Restez avec moi. Laissez-moi vous ramener en arrière pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Mes parents s'appellent Richard et Denise. Ils vivent à environ 40 minutes de moi, en périphérie de Nantes. Mon père a travaillé dans un centre de distribution pendant près de 20 ans avant d'être licencié il y a environ 2 ans. Et ma mère est réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire depuis toujours. Ils ne sont pas riches, ne l'ont jamais été, mais mon père a toujours affiché une fierté bruyante comme un trophée. Toute cette énergie du « c'est moi le chef de cette maison » partout où il allait. Ma sœur aînée, Pénélope, a 37 ans, mariée à Damien, et ils ont 2 enfants, Blanche, 9 ans, et Jules, 6 ans. Pénélope est l'enfant d'or. Ça a toujours été le cas. Elle s'est bien mariée. Ses enfants sont « normaux », et je déteste ce mot et mes parents l'adorent. Pénélope n'est pas une mauvaise personne, mais c'est le genre de personne qui voit un problème et détourne le regard parce que s'impliquer est inconfortable. Elle reste neutre, et dans des situations comme la mienne, neutre n'est qu'un joli mot pour dire « laisser faire ». Mon fils a été diagnostiqué autiste à 3 ans, et à partir de ce jour, quelque chose a changé chez mes parents. C'était lent, comme une fuite que l'on ne remarque pas jusqu'à ce que le plafond s'effondre. La première réaction de ma mère au diagnostic a été « peut-être que si tu avais fait plus attention à ton alimentation pendant la grossesse ». Elle me l'a dit en tenant les papiers du pédiatre, et mon père a juste hoché la tête « ta mère a peut-être raison ». Cela a donné le ton pendant des années. Chaque fête, chaque rassemblement, des petites piques. Mon père regardait Léo battre des mains et marmonner « tu ne peux pas lui faire arrêter ça ». Ma mère le comparait constamment à Blanche et Jules. Et le pire, les enfants de Pénélope l'ont remarqué. Blanche a dit à Léo qu'il était cassé à Thanksgiving il y a 2 ans. J'en ai parlé à Pénélope et elle a dit « oh, tu sais comment sont les enfants ». Jules a une fois refusé de s'asseoir à côté de Léo à Noël, et mon père a ri et a dit « on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir de rejeter mon petit-fils ». Mais je ravalais ma colère à chaque fois parce que je continuais à me dire qu'il finirait par comprendre. Qu'il finirait par voir ce que je vois. Cet incroyable garçon qui mémorise tous les trajets de train de ses livres d'images, qui rit avec tout son corps, qui me dit « Maman, je lis tous les matins, même quand j'ai l'air terrible ». Je pensais que l'amour gagnerait. J'avais tellement tort. Maintenant, voici quelque chose d'important. Il y a environ 1 an et demi, après que mon père a été licencié, mes parents ont commencé à avoir de grosses difficultés, en retard sur le remboursement du crédit immobilier, les paiements de la voiture en retard. La fierté de mon père ne lui permettait pas de demander de l'aide. Alors, qui est intervenu? J'ai commencé à envoyer 800 € par mois, chaque mois. En plus des séances de thérapie de Léo, de mon loyer, de tout. Je suis hygiéniste dentaire. Je gagne bien ma vie, mais cet argent était un vrai sacrifice. Et voulez-vous savoir combien de fois mes parents ont dit merci? 0. C'était simplement attendu.
Comme un loyer que je leur devais pour être en vie. Gardez cela à l'esprit. Cela sera important très bientôt. Nous étions à l'anniversaire de l'oncle Didier. Le frère cadet de mon père fêtait ses 60 ans en avril, et lui et sa femme, ma tante Louise, ont organisé cette magnifique fête dans leur jardin. Guirlandes lumineuses, barbecue traiteur, un orchestre. L'oncle Didier est tout ce que mon père n'est pas. Gentil, patient, chaleureux. C'est lui qui se met au sol pour jouer au train avec Léo. Et Louise s'est même renseignée sur l'autisme et m'a même appelé juste pour demander « De quoi Léo a-t-il besoin de nous ?» Cette seule question comptait plus pour moi que tout ce que mes parents avaient pu dire. La fête a commencé normalement. Léo était nerveux dans la foule, mais restait près de moi, et l'oncle Didier portait ce chapeau de cow-boy ridicule et le faisait cligner vers Léo, ce qui le faisait rire. J'étais même détendue. Cela aurait dû être mon signal d'alarme. Mon père avait bu beaucoup. À 20h, il était bruyant et éméché, s'accrochant à ma mère, qui restait là, souriante comme toujours. Puis il a fait teinter son verre. Il voulait porter un toast. Environ 35 personnes se tenaient en cercle. Torché Tiki, l'orchestre s'est arrêté, et mon père se balançait au milieu avec un verre de vin trop plein. Il a dit, et je n'oublierai jamais ceci. Je veux porter un toast à ma famille, à mes magnifiques petits-enfants, Blanche, ma princesse, Jules, mon copain, mes meilleurs petits-enfants. Il a fait une pause, a regardé droit vers Léo, qui me tenait la main, les yeux levés, attendant d'entendre son nom. Et mon père a souri en coin, enfin, presque tous. Et il a ri. Quelques rires nerveux. Le visage de tante Louise s'est effondré. L'oncle Didier a posé son verre. Pénélope fixait le sol. Et Léo a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns. Il ne comprenait pas les mots, mais il le sentait. Les enfants sentent toujours. Quelque chose s'est cassé. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis approchée de mon père et je l'ai giflé. Son verre s'est brisé sur la terrasse. Silence de mort. 35 personnes, et on entendait le vent. Ne parle plus jamais de mon fils comme ça. J'ai pris Léo dans mes bras, attrapé mon sac, et je suis partie. Sans dire au revoir à personne. Je l'ai mis dans son siège auto, me suis assise au volant, et j'ai agrippé le volant parce que mes mains ne cessaient pas de trembler depuis le siège arrière. Maman, triste. Non, bébé. Maman est juste forte. J'ai pleuré tout le trajet du retour. Maintenant, voici où tout a changé. Je me suis réveillée avec 17 appels manqués. Maman a appelé 9 fois. Pénélope, 3, un numéro inconnu. Le premier SMS de mon père envoyé à 6h47, tu m'as humilié devant mon propre frère et toute la famille. Tu me dois des excuses. Et pour la scène que tu as provoquée, tu me dois 2000 €. 2000 € pour avoir giflé un homme qui a humilié mon enfant handicapé devant tout le monde. Il voulait que je le paie. Je me suis assise dans mon lit et j'ai ri parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Les textos de ma mère étaient pires, ton père plaisantait. Tu sais comment il devient quand il boit. Tu dois t'excuser auprès de lui et de l'oncle Didier d'avoir gâché sa fête. Tu fais toujours de toute une histoire de Léo. Je fais toujours de tout une histoire de Léo. De lui. C'est mon fils. C'est littéralement mon travail. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai préparé à Léo ses crêpes en forme de smiley aux myrtilles. Nous avons regardé des dessins animés et je me suis assise là à réfléchir parce que voici ce qu'il n'avait pas réalisé. C'est 800 € que j'envoyais chaque mois, l'argent qui payait leur hypothèque. J'avais tous les reçus, tous les virements, et là, assise sur mon canapé avec de la pâte à crêpes sur mon t-shirt et Léo riant à côté de moi, j'ai décidé que le dernier paiement que je ferais serait celui du mois dernier. Ce qui se passerait quand cet argent s'arrêterait? Je vous dirai tout. Parce que la réaction de mon père était quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. Et ce que l'oncle Didier et la tante Louise ont fait ensuite a changé tout le jeu. Je n'ai donc répondu à personne pendant tout ce dimanche. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à Pénélope. J'ai laissé mon téléphone vibrer jusqu'à ce qu'il se fatigue.
Et le soir, le message est passé de l'exigence à la menace. Mon père a écrit, si je n'ai pas de nouvelles de toi demain, je viens à ton appartement. Ma mère a enchaîné avec, tu es en train de déchirer cette famille, Océane. J'espère que tu es heureuse. Et Pénélope, la reine de la neutralité, a envoyé un seul message, salut, je prends juste de tes nouvelles. Ça va? Aucune mention de ce que papa a dit. Aucune reconnaissance de Léo. Juste toi. D'accord. Comme si j'avais passé une mauvaise journée au travail. J'ai failli répondre à Pénélope. Presque. Mais j'ai su qu'à la seconde où j'ouvrirais cette porte, elle essaierait de jouer les pacificateurs, et je ne voulais pas de paix. Pas tout de suite. Je voulais qu'ils comprennent. Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai ouvert mon application bancaire, suis allé au virement récurrent, et j'ai annulé le paiement mensuel de 800 € sur le compte de mes parents. Juste comme ça. Appuyez sur confirmer. Fini. 18 mois d'aide, et ça s'est terminé par un pouce sur un écran. Je ne vais pas vous mentir. J'ai ressenti de la culpabilité pendant environ 10 secondes. Et puis je me suis souvenu du sourire en coin de mon père quand il a omis le nom de Léo, et cette culpabilité s'est évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, pensez-vous que mes parents ont remarqué tout de suite? Parce que j'imaginais qu'il faudrait au moins attendre le 1er du mois. J'avais tort. Mon père m'a appelé mardi, même pas 48 heures plus tard. Pas à propos de Léo, pas à propos de la fête, pas à propos de la gifle, mais à propos de l'argent. Il a dit, oh, je suis allé vérifier le compte et ton virement n'est pas passé. Qu'est-ce qui se passe? Ta banque a fait une erreur? Comme si c'était un bug? Comme s'il n'existait aucune possibilité que j'arrête de payer de mon plein gré? J'ai dit, il n'y a pas de bug. Papa, je l'ai annulé. Silence. Long silence. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par annuler? Je veux dire, je n'envoie plus d'argent. Tu veux 2000 € de moi pour avoir défendu mon fils? Tu n'auras pas 2000. Tu n'auras pas 200. Tu n'auras pas 2 centimes. Il a commencé à crier, et je dis bien crier. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé, nous t'avons nourri, nous t'avons donné un toit, et c'est comme ça que tu nous le rends. Le scénario classique, les grands succès de la culpabilité, et normalement, honnêtement, normalement ça aurait marché sur moi. Je ne suis pas trop fière pour l'admettre. Toute ma vie, ce discours m'aurait fait plier. Mais quelque chose était différent cette fois. Quelque chose s'est brisé à cette fête et ne pouvait pas se réparer, et assis là à l'écouter crier, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le visage de Léo me regardant, attendant d'entendre son nom. J'ai dit, papa, tu as exclu mon fils devant toute la famille. Tu as humilié un enfant de 7 ans, ton propre petit-fils, et au lieu de t'excuser, tu m'as demandé de l'argent. Alors, non, c'est fini. Il a dit, tu vas le regretter. J'ai dit, peut-être, mais pas aujourd'hui. Et j'ai raccroché. En 1 heure, ma mère a appelé, en pleurs. Ton père est dévasté. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous dépendons de cet argent, Océane. Tu le sais. Et puis la phrase qui a failli me briser. Si tu aimais ta famille, tu ne nous punirais pas pour une blague stupide. Blague stupide. Mon fils étant publiquement exclu d'un toast à ses propres cousins. Blague stupide. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je n'appellerais pas avant un moment, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose, car si elle avait dit un mot de plus, j'aurais pu céder. C'est la vérité honnête. Je ne suis pas une super-héroïne incassable dans cette histoire. Je suis une mère terrifiée à l'idée de faire ce qui est juste. Maintenant, voici où les choses ont pris un tournant que je n'avais vraiment pas vu venir. 2 jours plus tard, mercredi soir, j'ai reçu un appel de la tante Louise. J'ai failli ne pas répondre parce que j'étais épuisée par tout ça, mais quelque chose m'a dit de décrocher et je suis si heureuse de l'avoir fait. Elle a dit, chérie, Didier et moi devons te parler. On peut passer demain? J'ai dit, bien sûr. Et l'après-midi suivant,
l'oncle Didier et la tante Louise sont arrivés à mon appartement avec une quiche, parce que la tante Louise est physiquement incapable de rendre visite à quelqu'un sans apporter de nourriture. C'est comme une loi. Et ils se sont assis à ma table de cuisine et m'ont dit quelque chose qui a complètement tout changé. L'oncle Didier a dit, « Nous avons vu ce qui s'est passé à la fête. » Tout. Et Louise et moi voulons que tu saches que nous avons déjà dit à ton père qu'il n'est pas le bienvenu chez nous tant qu'il ne s'est pas excusé auprès de toi et de Léo. Je ne m'y attendais pas du tout. L'oncle Didier et mon père sont frères. Ils ont été proches toute leur vie. Pour Didier de fermer cette porte était énorme, mais ce n'était pas la partie qui m'a choquée. La tante Louise s'est penchée et a dit, « Il y a autre chose, chérie. » Après la fête, nous avons commencé à parler à d'autres membres de la famille. Ton père a raconté à des gens que tu étais la raison pour laquelle il avait des difficultés financières. Il disait que tu avais promis d'aider et que tu t'en servais ensuite comme levier. Il a dit à ton cousin Terry qu'il devait supplier pour chaque euro. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'envoyais silencieusement, discrètement, 800 € par mois depuis 1 an et demi. Je n'en ai jamais parlé à une âme, jamais me suis vantée, jamais même mentionné ça à Pénélope. Et mon père allait raconter aux gens que je le faisais supplier pour l'argent. L'oncle Didier a secoué la tête et a dit, « Je connais ton père. J'ai grandi avec lui. Il a toujours réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Mais cette fois, il est allé trop loin. Et Louise et moi n'allons pas rester les bras croisés. » Et puis la tante Louise a dit quelque chose qui m'a fait pleurer là, à table. Elle a dit, « Léo est parfait. Et quiconque ne peut pas le voir ne mérite pas d'être dans sa vie, y compris ton père. » Je ne savais même pas comment réagir. Je suis restée assise là avec les larmes coulant dans la quiche. Puis l'oncle Didier m'a parlé de leur plan. Il a dit, « Je vais appeler Richard. Je vais lui dire exactement ce que je pense et je vais lui faire comprendre que s'il veut une relation avec cette famille, avec moi, avec Louise, avec toi, avec Léo, il doit se ressaisir. Pas d'excuses, pas de « j'étais ivre », pas de te rejeter la faute. » Et il l'a fait. Ce vendredi soir, l'oncle Didier a appelé mon père. Je n'étais pas au téléphone, mais l'oncle Didier m'en a parlé plus tard, et honnêtement, c'était brutal. Il a dit à mon père que ce qu'il avait fait à la fête était la chose la plus honteuse qu'il ait jamais vue. Il lui a dit que l'exigence de 2000 € était dégoûtante. Et puis il a dit quelque chose qui apparemment a rendu mon père complètement silencieux. Il a dit, « Richard, ta fille te porte financièrement depuis plus d'1 an. Elle ne l'a jamais dit à personne. Elle n'a jamais demandé de crédit. Et toi, tu t'es levé à mon anniversaire et tu as humilié son enfant. Quel genre d'homme fait ça ? » Mon père n'avait pas de réponse. Maintenant, vous vous diriez que ce serait le tournant, n'est-ce pas ? Le père reçoit un rappel à l'ordre de son propre frère, s'effondre, appelle pour s'excuser, tout le monde se fait des câlins. C'est comme ça que ça se passerait dans un film. Ceci n'est pas un film. La réponse de mon père à l'oncle Didier a été, « Tu ne connais pas toute l'histoire. » Océane exagère tout, et il a raccroché au nez de son frère. Quand l'oncle Didier me l'a dit, je n'étais même pas surprise. C'est ça, mon père. Il ira par le fond avec le navire avant d'admettre qu'il avait tort. Et ma mère, elle l'a soutenu comme toujours. Elle a dit à la tante Louise que Didier outrepassait ses droits et qu'il devrait rester en dehors de ça. Nous avions donc maintenant une division familiale complète. L'oncle Didier et la tante Louise de mon côté. Mes parents retranchés du leur et Pénélope juste au milieu refusant de choisir un camp, ce qui à ce stade commençait à ressembler à un camp en soi. Et en parlant de Pénélope, il s'est passé quelque chose avec elle dont je dois vous parler parce que cela implique ses enfants et cela a forcé une conversation que j'évitais depuis 2 ans. Pénélope m'a appelé ce samedi après-midi. Elle a dit, « Je peux venir seule sans Damien ? Sans les enfants, juste nous 2. » J'ai dit, « D'accord. » Elle est arrivée, s'est assise sur mon canapé, et pour la première fois dans tout ce désordre, elle avait l'air vraiment mal à l'aise. Pas sa composure habituelle au-dessus de tout. Elle avait l'air d'avoir quelque chose à dire et ne savait pas comment. Finalement, elle a dit, « Je dois te dire quelque chose. »
Après la fête, Blanche m'a demandé pourquoi papy n'avait pas dit le nom de Léo. Et quand j'ai essayé d'expliquer, Jules a dit, parce que Léo est bizarre, c'est ça. Elle a marqué une pause. Et puis elle a dit, je ne savais pas quoi dire, Océane. Mais comme je l'ai réalisé, ils ont appris ça de nous, de la façon dont nous avons tous agi autour de Léo. C'était la première chose honnête que Pénélope me disait depuis des années. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de leçon. J'ai juste dit, oui, Pénélope, ils l'ont fait. Et je lui ai dit que le fait que Blanche dise à Léo qu'il était cassé il y a 2 ans n'était pas quelque chose que les enfants disent simplement. C'était quelque chose qu'elle avait absorbé des adultes autour d'elle. Et que le refus de Jules de s'asseoir à côté de Léo à Noël. Même chose. Pénélope est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit, j'aurais dû dire quelque chose à la fête. J'aurais dû dire quelque chose il y a bien longtemps. Je suis désolée. Maintenant, je veux être franche avec vous, ces excuses signifiaient quelque chose, mais elles n'ont rien réparé. Parce que désolé est un mot et les mots sont faciles. Ce dont j'avais besoin de Pénélope, c'était d'une action. Alors je lui ai dit ça. J'ai dit, si tu le penses vraiment, alors tu dois parler à tes enfants, pas une conversation de 5 minutes, une vraie. À propos des différences, à propos de Léo, à propos du fait qu'il n'est pas acceptable de traiter quelqu'un différemment parce que son cerveau fonctionne différemment. Elle a hoché la tête, et je pouvais voir qu'elle le pensait. Mais le penser et le faire sont 2 choses différentes. Et j'avais été trop souvent brûlée pour faire confiance à un hochement de tête. Alors, me voilà, coupée financièrement de mes parents, soutenue par mon oncle et ma tante, tenant un, peut-être, fragile de ma sœur, et attendant de voir si mon père ferait ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Admettre qu'il avait tort. Et puis quelque chose est arrivé que personne d'entre nous n'attendait. Quelque chose qui a forcé la main de mon père d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Et cela n'avait rien à voir avec la famille, rien à voir avec la fête. C'est venu complètement de nulle part. Et quand j'ai appris la nouvelle, je me suis assise sur le carrelage de ma salle de bain et j'ai juste fixé le mur pendant 20 minutes. Je vais vous dire exactement ce que c'était parce que c'est la partie où tout a finalement explosé. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit que quelque chose était sorti de nulle part ? Voici ce qui s'est passé. Environ une semaine après l'appel de l'oncle Didier à mon père, mon cousin Terry, le fils de Didier, m'a envoyé un SMS. Salut, je peux t'appeler ? C'est à propos de ton père. Terry a 31 ans, travaille dans l'informatique et ne s'occupe pas des drames. Je savais donc que c'était sérieux. Il a dit, ton père est venu à mon bureau hier, demandant un prêt de 3 000 €. Il a dit que tu l'avais coupé et qu'il était sur le point de perdre la maison. Mon père a conduit 45 minutes pour mendier de l'argent à un neveu qu'il voit 2 fois par an. C'est à quel point il était déterminé à ne pas s'excuser. Il préférait s'humilier devant Terry plutôt que de dire 2 mots à moi. Mais honnêtement, ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça me rendait malade parce que même après tout ça, l'idée que mes parents perdent leur maison me déchirait. C'est ça, la famille toxique. Ils vous font du mal et vous ne voulez toujours pas qu'ils souffrent. J'ai failli l'appeler ce soir-là, le pouce suspendu au-dessus du bouton. Puis j'ai regardé Léo endormi, serrant contre lui le petit train que l'oncle Didier lui avait donné, et j'ai posé le téléphone parce que si je cédais, rien ne changerait. Léo grandirait en regardant sa mère accepter le manque de respect. Je ne pouvais pas lui enseigner ça. Maintenant, voici où la tante Louise a fait quelque chose que personne n'attendait. Sans me le dire, elle est allée voir ma mère, non pas pour se disputer, mais pour parler. Elle l'a assise et lui a dit, « Denise, je t'aime, mais ton petit-fils a une condition. » Et au lieu de l'accueillir, toi et Richard avez fait sentir à ce garçon qu'il n'avait pas sa place dans sa propre famille. Ma mère s'est effondrée. De vraies larmes, pas celles de manipulation. Et elle a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais admis auparavant. Je ne sais pas comment me connecter avec lui. Il ne répond pas comme les autres enfants. Et je ne sais juste pas quoi faire. C'était en fait énorme, car sous toutes les piques se cachait de l'impuissance. Elle ne savait pas comment être une grand-mère pour un enfant autiste. Et au lieu de demander, elle a transformé sa confusion en cruauté.
Cela n'excuse rien, mais cela expliquait tout. Puis la tante Louise a demandé, « Et Richard ?» Ma mère a dit et cela m'a choquée, je lui dis depuis des mois qu'il est trop dur avec Léo. Il ne m'écoute pas non plus. Elle avait résisté en privé. La femme qui souriait à chaque fête. La tante Louise a dit qu'il était sur le point de perdre sa fille, son petit-fils et son frère. Pourquoi ? La fierté. 4 jours plus tard, ma mère m'a appelé calmement. Océane, je peux venir voir Léo ? Pas, parlons, pas, ton père mérite des excuses. Il a demandé à voir Léo. Elle est venue samedi, avait l'air épuisée. Et cette femme qui se plaint de ses genoux à chaque occasion s'est assise sur le sol de mon salon et a regardé Léo jouer au train pendant 10 minutes. Puis elle a pris une petite voiture et a dit, à quelle voie celle-ci va-t-elle ? Léo l'a prise de sa main, l'a placée soigneusement sur la bonne voie et a dit, celle-là, mamie. Elle s'est effondrée. A pleuré là, sur le sol. Je suis désolée, Océane. Je ne savais pas comment être ce dont il avait besoin, et j'ai fait en sorte que ce soit de sa faute. Je me suis assise à côté d'elle, et nous avons pleuré ensemble pendant que Léo faisait rouler ses trains autour de nous, complètement indifférent. C'est ça, lui. Le monde s'écroule et il continue de conduire ses trains. Mon père, cependant, c'est une autre histoire. 3 semaines de silence par l'intermédiaire de ma mère et Pénélope. Je savais qu'il était en colère, postulant à des emplois et se faisant rejeter. Des lettres d'hypothèque s'empilaient. Il disait aux gens que j'étais vindicative. Il disait à l'oncle Didier que j'utilisais Léo comme une arme. Mon fils, qui ne sait même pas lasser ses propres chaussures, est apparemment mon arme de choix. Ces 3 semaines ont été les plus difficiles de ma vie parce que la colère s'estompe et dessous, il n'y a que de la tristesse. Le père qui me portait sur ses épaules à la fête foraine, qui a pleuré à mon mariage, me manquait. Je ne savais pas si cet homme existait encore. Puis un jeudi soir, à 20h, ma sonnette a retenti. Sans prévenir. J'ai ouvert la porte et mon père était là dans sa vieille veste de travail, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. D'une voix que je ne lui avais jamais entendue, petite, cassée, rien à voir avec l'homme bruyant de la fête, il a dit, « Puis-je voir mon petit-fils » J'ai dit, « Vous êtes ici en tant que son grand-père ou en tant qu'homme qui a dit à 35 personnes qu'il ne valait pas un toast ?» Son menton a commencé à trembler. Cet homme fier et têtu qui n'avait jamais demandé pardon pour quoi que ce soit de sa vie a regardé le sol avec des larmes aux yeux et a dit, « J'ai eu tort, Océane. À propos de Léo, à propos du toast, à propos de l'argent, à propos de tout. Didier m'a dit que j'étais en train de tout perdre ce qui compte. Et il a raison. » J'ai ouvert la porte plus grand. Léo regardait son spectacle de train. Mon père s'est assis sur le canapé, pas trop près parce que je lui avais dit que Léo avait besoin d'espace, et s'est juste assis là. Après 1 minute, Léo a jeté un coup d'œil. « Salut, papy. »« Salut, mon pote. » Ils ont regardé les trains ensemble. Pas de discours, pas de moment digne d'un film, juste un grand-père enfin assez calme pour être là. Est-ce que je lui ai pardonné complètement ? Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un variateur lent. Mais c'était le début. Les choses ont changé après ça. Mon père a rejoint un groupe de soutien pour les grands-parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. C'est la tante Louise qui l'a trouvé. Ma mère a commencé à poser de vraies questions sur Léo. Pas « qu'est-ce qui ne va pas chez lui », mais « qu'est-ce qu'il aime ?» Pénélope a parlé à Blanche et Jules. Vraiment parlé. Blanche a pleuré et a dit qu'elle ne voulait pas être méchante avec Léo. Jules, qui a 6 ans, a dit « Léo aime les trains. Moi aussi, je peux aimer les trains. Les enfants sont meilleurs que nous quand on les laisse faire. » Mon père a trouvé un emploi dans un magasin de bricolage. Pas glamour, mais honnête. Il n'a plus jamais rien demandé. J'ai commencé à aider un peu éventuellement, pas 800 € par mois, et seulement parce que je le voulais. L'oncle Didier et mon père ont dîné ensemble en juin, juste tous les deux. Didier m'a dit plus tard que mon père avait dit « J'ai failli perdre ma fille et mon petit-fils parce que j'étais trop fière pour admettre que j'avais peur d'un garçon que je ne comprenais pas. » Ça m'a brisé le cœur et ça l'a guéri en même temps.
Le mois dernier, le 14 juillet chez l'oncle Didier, toute la famille. Et quand mon père s'est levé pour trinquer, il a dit, à tous mes petits-enfants, chacun d'eux, surtout Léo, qui a appris à ce vieil homme têtu que différent ne signifie pas moins. Léo n'écoutait pas. Il mangeait un hot-dog et regardait une chenille, mais j'écoutais et tout le monde écoutait aussi. Est-ce que je fais entièrement confiance à mon père maintenant? La confiance prend plus de temps que les mots. Mais il est là. Pour un homme comme Richard, c'est tout. Vous ne devez la paix à personne. Si quelqu'un blesse votre enfant, vous vous levez, même avec des mains tremblantes. Et s'ils reviennent en essayant d'être meilleurs, vous n'êtes pas obligé de pardonner instantanément. Vous laissez juste la porte entrouverte assez pour voir s'il passe. Mon père est passé. Tardivement, maladroitement, toujours en apprentissage, mais il est passé. Léo conduit toujours ses trains, dit toujours « maman jolie » tous les matins. Il n'a toujours aucune idée qu'il a changé toute cette famille en étant exactement qui il est. Merci d'être resté avec moi pendant toute cette histoire. Si cela vous a touché, un j'aime signifie vraiment beaucoup. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voyez les choses différemment ou si vous voulez juste discuter, les commentaires sont à vous. Je lis tout le monde. Merci d'être ici.